Bonjour, bienvenue dans Push Lap, l'avant-dernier épisode, du moins le dernier épisode de cette saison 2025 de Formule 1. Il y en aura d'autres bien sûr avant l'intersaison, mais il y a beaucoup de choses à dire après donc le titre pour l'éternité de Lando Norris, un titre extraordinaire pour un gars qui est forcément extraordinaire tant il a un comportement, non pas un comportement, c'est pas plutôt ça, mais plutôt une manière d'être qui fait forcément très très plaisir. Un champion extraordinaire, je le disais, il y aura beaucoup de choses à dire pour entamer ce nouvel épisode de Push Lap hors série, débrief de cette saison 2025 de Formule 1. Sans plus attendre, vous l'avez vu dans le titre, on l'avait annoncé précédemment sur les réseaux. Oui, Jean-Louis Moncé. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Alexandre. Comment ça va après cette saison 2025 il s'est passé beaucoup de choses? Oui, une saison, il s'est passé beaucoup de choses je suis obligé de revenir sur mes premiers pas en Formule 1. 24 Grands Prix maintenant pour moi c'est beaucoup, enfin c'est beaucoup pour tout le monde d'ailleurs. Mais il était une époque où il y en avait 10, 12, 14, ça permettait de suivre pas la F2, pour ce qui me concerne le championnat du monde des rallyes aussi, et là maintenant... la F1 c'est une dévoreuse d'énergie complète, donc 24 Grands Prix c'est beaucoup. Et quand ça s'arrête, il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, les pilotes aussi disent que c'est pas mal. Surtout que quand on se souvient que, par exemple, l'année prochaine, le premier reveal de Red Bull, par exemple, des livrets de voitures, c'est le 15 janvier, et du 15 janvier jusqu'à fin décembre, là maintenant, fin début décembre, c'est quand même extrêmement long, très énergivore, une saison de Formule 1 maintenant. On se souvient qu'il y a 10 ans, en 2016, il y avait 16 Grands Prix. Et puis les voitures n'étaient certainement pas aussi complexes que maintenant. Et moins physique, notamment en 2016 qu'aujourd'hui. Bien sûr, moins physique. Ça, c'est sûr et certain. La saison s'est donc terminée officiellement à l'issue de ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2025. Le titre donc pour l'éternité de Lando Norris, j'ai envie de dire un débrief aujourd'hui qui va être en deux parties. Bien sûr, une première partie sur la bataille pour le titre mondial et la deuxième étant plus globale sur qui va passer de bonnes vacances, qui a passé de mauvaises vacances et surtout qui a été le meilleur rookie de cette saison 2025. Il y en a eu beaucoup, une belle cuvée 2025 et il y a beaucoup de choses à dire. Sans plus attendre, Jean-Louis, rentrons dans le vif du sujet. C'est désormais inscrit pour la vie. Lando Norris est champion du monde 2025 de Formule 1 après une saison d'une intensité qui a été assez folle. Il décroche enfin la couronne pour 2 petits points seulement sur Max Verstappen. Il est le 35e champion du monde de l'histoire et surtout le premier pilote McLaren titré depuis bien sûr Sir Lewis Hamilton. Depuis Lewis Hamilton, après 1457 jours de règne, Verstappen est enfin battu. Son numéro 1 disparaît d'ailleurs de la Red Bull pour être désormais sur la McLaren. C'est un titre, j'ai envie de dire, Jean-Louis, qui a 26 ans. Que retenez-vous finalement de titre de Lando Norris? Alors, je vais faire référence à quelques extraits de ce que j'ai vu. Et j'ai vu par exemple qu'on posait la question à Rami Steiner, Canal, en disant est-ce que c'est un grand champion? Il dit non, on est un grand champion quand on a plusieurs titres. Alors moi je ne dirais pas que c'est un grand champion, c'est simplement un champion du monde. J'espère pour lui que pour sa carrière il y aura plusieurs titres. Bien sûr. Mais Mike Hawthorne, champion du monde chez Ferrari en 58, il a eu un seul titre. Puis voilà, bon donc il fait partie maintenant de la hiérarchie des plus grands et là il n'y a rien à dire là-dessus. Surtout que Lando Norris c'est un champion, j'ai envie de dire, de la fidélité. Parce que McLaren, il a débuté sa carrière chez McLaren en 2018-2019. Il a surtout été auparavant champion de F3 et vice-champion de F2. Mais avant ça, il était dans le programme McLaren depuis 2017. Il a traversé des saisons difficiles, des voitures inconstantes, des périodes de doute, forcément, Lando Norris. Et pourtant, il a toujours cru au projet McLaren, au point notamment d'avoir refusé, c'était en janvier 2024, une offre de Red Bull Racing pour rester du côté de chez McLaren. Est-ce que c'est pas un titre beau aussi par rapport à cette fidélité? Oui, la fidélité, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et je pense, comme mon grand ami Alain Prost, qu'il y a quelque chose qui a joué un petit peu au détriment d'Oscar Piastri pour Lando Norris dans cette équipe McLaren. Pas seulement par le fait qu'il est britannique, mais par le fait que c'est une récompense de la fidélité, ce qui de nos jours... dans le sport de haut niveau. Dans le sport de haut niveau n'est pas vraiment, dans la Formule 1 aussi, et notamment dans la Formule 1, n'est pas aussi régulier. Et donc, je trouve que ça c'est bien, ça récompense quelqu'un qui a été solide d'un bout à l'autre, qui n'est pas aussi, je dirais, show-off, tel qu'on les connaît maintenant. Moi, je l'ai vu débuter en 2019, Lando Norris, je le revois avec... un peu d'acné, un peu timide devant l'œil des caméras. Je l'ai interviewé, mais on n'était pas les seuls. Devant l'œil des caméras et un enfant presque. Oui. Et donc, il est devenu un garçon
capable d'être champion du monde. Ouais, Ça, c'est beau. Il y a cette image aussi de quand il emmène des cafés à Fernando Alonso, par exemple. Oui, celle-là, elle était drôle, oui. Elle était très drôle, mais c'est vrai que c'est l'évolution Oui. d'un pilote en tant que tel. Je le disais un petit peu en introduction, qui est extraordinaire par rapport à sa manière d'être. Ce n'est pas un Max Verstappen, ce n'est pas un Fernando Alonso dans le tempérament, ce n'est pas non plus un Lewis Hamilton dans le tempérament, et pourtant il a réussi à gagner avec sa manière d'être. Et là aussi, c'est ce qui en fait un champion à part, mais un beau champion. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mon cher Alex. Je veux simplement ajouter le fait que aucun pilote ne ressemble à aucun autre. On peut pas dire c'est le nouveau ceci ou le nouveau cela. J'entends des gens me dire mais ça c'est le nouveau Prost, ça c'est le nouveau Senna. Non, il est Lando Norris tout seul, comme un grand. Il s'est débrouillé tout seul. On a parlé de sa fidélité. Il a été, je dirais, plutôt sobre dans son pilotage, et ça n'empêche pas qu'il réussit 2-3 petites actions indispensable pour la victoire et pour le titre mondial. Par exemple, à Abu Dhabi, 2 ou 3 dépassements doublés que j'ai trouvé assez sympa. Et je pense que de ce côté-là, c'est vraiment pas mal. Alors, après, on verra l'avenir, c'est autre chose. Hein. Est-ce qu'il a le potentiel d'un Verstappen ou d'un Piastri, ça c'est une autre question, mais pour l'instant, il est champion du monde, Oui, ça restera de toute façon pour la vie et pour l'éternité, sachant aussi qu'il a été beaucoup décrié, Lando Norris, sur les dernières années. Alors il avait aussi une réputation, ce qui est réel, de pilote qui n'arrivait pas à gagner. On se souvient en 2021, la course qu'il a ratée dans les derniers tours à Sochi contre Lewis Hamilton, alors qu'il avait fait une magnifique pole position la veille. Il a manqué la victoire en Monza 2021, la cédant à Daniel Ricciardo aussi. Là aussi, c'est une évolution d'un pilote qu'on a vu et qu'on pensait peut-être pas capable de devenir champion du monde. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on aura certainement, vous et moi, des réflexions sur vous croyez Norris très fort, mais je crois surtout que il faut laisser le Lando Norris que l'on connaît tel qu'il est. Moi, j'ai trouvé que son émotion était très forte à l'arrivée du Grand Prix à Abu Dhabi, et donc son titre de champion du monde. Et au moins, on peut mesurer avec ça que c'est quelqu'un qui a tout donné. Et en réalité, ce qu'on aime en Formule 1, c'est quelqu'un qui donne tout. Alors, lui, c'est à sa manière. Verstappen a une autre. Prost en avait une autre. Piquet également une autre. Mais voilà, il a tout donné. Et sur ce plan-là, je pense que il mérite son couronnement. McLaren qui est devenu champion du monde constructeur pour la 2e fois consécutive. Le titre pilote, une première depuis Lewis Hamilton 2008 de mémoire. Une équipe qui a longtemps été perçue comme rigoureuse, presque austère, notamment sous Ron Dennis. Et puis depuis avec Zak Brown, il y a une vision totalement différente, retour au rang historique, une ouverture plus médiatique aussi également, une restructuration technique et surtout une modernisation de l'image. Et cet homme qui est devenu champion du monde, Lando Norris, c'est plus qu'un pilote, c'est un ambassadeur de ce renouveau de McLaren. À quel point McLaren a changé depuis l'époque de Ron Dennis par exemple ? Eh bien finalement, je serais obligé de vous dire, Alexandre, que je ne trouve que l'équipe n'a pas beaucoup changé. Je pense que Zak Brown a changé par rapport à Ron Dennis. Je pense que Andrea Stella, je le connais depuis longtemps, depuis Ferrari, lui, il a apporté quelque chose de nouveau. C'est assez rare que chez McLaren, il y ait un ingénieur aussi haut placé qui ne soit pas britannique. Oui, c'est vrai, oui. Il faut quand même remarquer ça. Et donc, je pense qu'Andrea Stella, il a été le grand manager de cette équipe. Et je pense que ça c'est ce qui change par rapport à Ron Dennis. Ceci posé, à l'intérieur de McLaren, ça reste le McLaren de l'époque de Ron Dennis. D'accord. Les installations, la rectitude dans tout ce qui est fait, la préparation, comment on essaye de coller au titre mondial le plus possible, comment on prépare les voitures, comment on prépare ses pilotes, et tout ça, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. Et je pense que c'est, pour moi, ce qui fait que j'admire beaucoup McLaren. J'ai toujours admiré McLaren, c'était une équipe formidable, je l'ai connue depuis très très longtemps. J'ai vu quand Ron Dennis a repris ça après la Formule 2, a repris donc l'équipe, donc on va dire 81 à peu près, et 1981, et je pense que bien que Ron Dennis ne soit plus là, il y a toujours son esprit qui est là. Ron Dennis il a vu de nombreux pilotes passer, il a vu sur Ayrton Senna, Alain Prost, énormément de cette magnifique rivalité. Comment maintenant on peut voir la suite pour McLaren dans cette évolution, parce que j'ai envie de dire, il y a le titre de Lando Norris, il y a le double titre constructeur, mais cette saison, elle n'a pas été, j'ai envie de dire, simple à réaliser, tant il y a eu, par exemple, les Papaya Rules, ces fameuses
ce fameux jeu d'équité entre Lando Norris et Oscar Piastri. Oui, c'est ça si j'ai un reproche à faire cette année, c'est un peu ça. Je pense qu'à un moment donné, mais enfin ils ont réussi quand même, c'est parfait. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Vous pouvez prendre toutes les longues séries de victoires dans les titres mondiaux. Je vais parler de Schumacher, je vais parler de Hamilton. On sait très bien que l'équipe à un moment donné choisit. Oui. Et là, on nous a entraînés un peu loin, je trouve, chez McLaren. Et je pense sur ce plan-là, alors je vais être très net, je pense que sur ce plan-là, au Qatar, ils n'ont pas respecté la règle vis-à-vis de Piastri. Oui. Ils étaient en course, Piastri était devant. Ah, mais on ne peut pas les arrêter parce que il va y avoir un problème. Ou alors, ils ont fait un petit complexe de supériorité. Ça arrive chez McLaren, ça. En disant, mais de toute façon, on va les arrêter après. Et nos voitures sont tellement bonnes qu'on va repasser. Et puis, ils ne sont pas repassés. Et donc, je suis obligé de dire que la conclusion de Piastri à la suite du Grand Prix du Qatar, I'm speechless, je n'ai pas de mots, c'est la vérité. C'est qu'il a bien vu que ça lui a échappé complètement. Et c'est là où je reviens sur ce que disait Alain Prost. Ah oui, mais Lando Norris, c'est un pilote McLaren et c'est un pilote britannique. Ah oui. Non, il le disait sur ce plan-là. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent ça, que finalement il y a ce complot qu'il peut y avoir. Alors il y a eu des complots dans l'histoire de la Formule 1, c'est indéniable. Mais de là à s'imaginer non plus que là, Lando Norris a été favorisé dans la globalité, je suis pas si sûr. Mais forcément, dans la tête notamment de Oscar Piastri, ça a pu rentrer. Oui, je crois quand même. Alors très franchement, si vous me demandez maintenant l'avenir immédiat, je pense que j'ai interrogé des gens autour de moi, j'ai interrogé des pilotes. Je pense que sur le plan du potentiel, Piastri a plus de potentiel que Norris. D'accord. Je pense que sur le plan pilotage, sur le plan, moi je pourrais dire ça, de la résistance intellectuelle, il est quand même drôlement costaud, Piastri. Il faut, j'ai des copains qui l'appellent le reptile et je le vois toujours comme Piastri m'a marqué. Alors comme Norris m'a marqué quand il était jeune et débutant, là où Piastri m'a marqué, c'est, je le vois loin de la foule, avec une chaise toute simple, dans le fond du stand, en train de regarder, et de ne rien dire, de regarder. Et ça, je me suis dit, oh là, lui, il observe, il regarde tout, il discute peu, je ne peux pas dire qu'il n'est pas net, non, il l'apprend. Oui. Et il regarde. Et je trouvais que c'était le potentiel qui lui allait bien. En plus, Oscar Piastri, avant Andrea Kimi Antonelli, c'était le rookie le mieux préparé de l'histoire de la Formule 1 par Alpine, avec énormément d'essais privés. Ensuite, il est allé du côté de chez McLaren, mais on a tout de suite perçu que c'était un immense talent. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était l'un des plus gros talents qu'on ait pu avoir en Formule 1 sur les dernières années, 10-15 dernières années même. Oui, je pense à ça. Et je pense d'ailleurs que cette histoire du Grand Prix du Qatar, j'y reviens, laissera des traces. Oui. Je connais très bien Mark Webber. Et ça, Mark Webber, il doit encore l'avoir là, l'histoire du Qatar. Et s'il y a une certitude que Norris, c'est la fidélité, je pense que chez Piastri, il n'y aura pas ça. Je pense que s'il a une offre, là maintenant tout de suite, pour une grande équipe, il s'en ira. Ah oui, carrément. Ouais, je pense. J'avoue que je rejoins cet avis. Ouais, je pense. Ouais, je rejoins aussi cet avis parce que ce qui s'est passé au Qatar et ce qui s'est passé aussi à Austin, ce qui s'est passé en Azerbaïdjan, également avec ce double accident, c'est pas seulement dû à, je pense, à une faiblesse mentale de cette expérience qu'il peut y avoir, c'est aussi peut-être dû à McLaren qui n'a pas su comment réélever son pilote dans les moments difficiles. Oui, tout à fait ça. Alors, moi, je ne vais pas critiquer McLaren. Ils ont leurs règles. Je répète que les papaya rules, c'est sympa, mais à un moment donné, point trop n'en faut. Il y a eu des retours je te rends la place. Oui. Je crois que c'était en Hongrie où Norris a fait une course formidable et il a fallu qu'il rende la place à Piastri. Ça aussi. Inversement aussi à Monza. Inversement à Monza. Donc pour moi, ces choses-là, ça ne compte pas. Mais enfin bon. Ils ont choisi ça. Je trouve que là, ça c'est des décisions de Zak Brown. Je pense que c'est là qu'on voit que Andrea Stella est très très fort pour réussir à compenser tout ça et à faire ses voitures magnifiques. Ça c'est important aussi. Mais je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça reste l'équipe McLaren telle que je la connais. C'est-à-dire vraiment une grande équipe. Et je répète la phrase habituelle, chez Ferrari on vous dit attention, toujours se méfier de McLaren, et chez McLaren on vous dit attention, toujours se méfier de Ferrari. Ça j'ai connu ça, toute ma vie, pendant 40 ans j'ai entendu ça, et 40 ans de Formule 1, et ça reste
ça reste comme ça. Et c'est vrai que finalement aujourd'hui, alors faut se méfier de Ferrari et Ferrari se méfie de McLaren, mais aujourd'hui la pire ennemie de McLaren durant cette saison, c'était McLaren elle-même. Elle-même, je crois. Ils se sont donné des choses trop compliquées à faire, et je répète, peut-être ce petit complexe de supériorité. Cette suffisance. Ouais. Non, je vais pas faire ça parce que j'aime bien Andrea Stella, j'aime bien toute l'équipe, mais notamment Will Joseph et puis Piastri, je me rappelle, Tom Stallard. Non, c'est des gens que je connais, vraiment, ils sont, y a rien à dire sur eux, ils sont très forts, toujours prêts à travailler. Ça, c'est ce que j'appelle les grands ingénieurs. Ils ne sont pas les directeurs techniques, ils ne sont pas les cherchent et qui inventent des choses, mais qui sont des gars d'une rectitude formidable et qui sont vraiment très très forts et très très bien sur le plan du management des courses. Et surtout que dans la globalité, Lando Norris devient champion du monde dans ce contexte-là, dans un contexte où McLaren avait la meilleure voiture sur une grande majorité de la saison. Il a su résister de toute façon au meilleur pilote du monde qui est Max Verstappen, à mon sens le meilleur pilote du monde. Comment on peut analyser cette résistance de Lando Norris ? Pas facile justement d'être dans la peau de Lando Norris, où tout le monde a dit, moi y compris d'ailleurs, vraiment le pilote de l'année, c'est quand même Max. Oui. Je veux dire ce qu'on veut. Mais pas Russell aussi qui a été qui jouait pas le titre, mais oui, je sais, mais enfin non, mais y a l'écart entre les machines était important. Non, j'aime bien George Russell, aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même Max a été ce qu'on attend d'un 4 fois champion du monde. Oui. Vraiment, la remontée, l'ultime remontée, qui a duré pendant je sais pas combien de Grands Prix, franchement, il a été sensationnel. Ouais. Et en plus, je fais tout de suite une aparté sur Max. Max, c'est quelqu'un que je compare, ça vous fait rire, mais je compare à Niki Lauda. C'est-à-dire qu'il est capable, lui, en pleine séance d'essai d'un Grand Prix, de rentrer la voiture au stand et dire je m'en vais et partir et prendre l'avion. Ouais. Il est capable de ça, Max. Sa vie professionnelle ne regarde que lui, il fait ce qu'il veut. C'est le saint des saints. C'est pas si courant, ça. C'est pas si courant, bien sûr. On va parler de Max Verstappen plus précisément, parce qu'il y a notamment beaucoup d'actualités ces dernières heures autour du cas de Red Bull, avec notamment Helmut Marko, qui, semblerait-il, et ça pourrait être officialisé au moment où l'émission sortira, devrait partir, et on va en parler juste après. Notamment pour la question de Lando Norris. Est-ce que c'est un champion, j'ai envie de dire, atypique, et tellement atypique qu'il a une place à part par rapport à tous les champions du monde qu'on a pu avoir dans l'histoire de la Formule 1, même dans l'ère moderne. Il y a que très peu de champions du monde qui sont devenus champions puis qui ont gagné qu'un seul titre. Je pense à Nico Rosberg, il a gagné, il est parti. Jenson Button, il a gagné avec Brown GP, ensuite il a signé chez McLaren, mais il n'a plus gagné de titre derrière. Et sur les 20 dernières années, on n'a pas eu un seul titre, et puis c'est terminé. Donc il y a une part atypique quand même autour de Lando Norris, et est-ce qu'il pourra aller chercher un nouveau titre aussi ? Eh bien, moi, je le souhaite pour lui. Je pense qu'il va quand même beaucoup se décontracter. Vous savez, c'est pour les pilotes comme pour les équipes. Je pense qu'une équipe qui s'est battue pour le titre mondial, elle arrive à la fin de l'année, elle est un peu essoufflée. Oui. Pour faire redémarrer tout, c'est pas difficile, mais il faut un peu plus de temps. Est-ce que Lando va comprendre qu'il faut qu'il rattaque tout de suite. Oui. Là est la question. Niki Lauda, James Hunt, c'était dans cette difficulté à l'époque de repartir à l'attaque après avoir gagné son titre. Tout de suite. Et quelqu'un a calculé une 50aine de jours avant que tout ça redémarre. Et bon, est-ce qu'il va avoir les capacités, je ne parle pas des moyens, les capacités, je dirais, psychologiques, intellectuelles, de se ressourcer vraiment pour repartir au combat. Ça, j'en suis pas sûr, mais bon, je lui souhaite. Parce que franchement, s'il peut faire ça, s'il nous met un deuxième titre derrière, là, il y aura. Alors là, on aura, comme dirait Günther Steiner, là, on aura un grand champion. Un vrai champion. Un grand champion. Non, un grand, pas un vrai. Un vrai, il l'est. Un vrai, il l'est. Et j'en suis totalement convaincu. De l'autre côté, quand même, Lando Norris s'est battu contre son coéquipier, Oscar Piastri. J'ai envie de qualifier malheureux Oscar Piastri parce qu'il a été vraiment très très bon sur le quasi-ensemble de la saison. Et puis après sa dernière victoire en Formule 1 finalement au Grand Prix des Pays-Bas, ça a été une chute vertigineuse. Comment on peut expliquer finalement cette chute de Oscar Piastri qui passait notamment de 104 points d'avance sur Max Verstappen à se faire devancer au championnat du monde ? Oui, alors très sincèrement, je pense que ou bien McLaren a fait quelque chose, qu'on découvrira un jour, parce qu'on découvre toujours la vérité en Formule 1,
mais ça je ne le crois pas. Je pense, lui-même l'a dit d'ailleurs, à un moment donné, la machine s'est enrayée. Alors pour quelle raison ? Lui qui bat à 40 pulsations minute, qui est le calme par essence, comment ça a pu arriver ? Il dit lui-même que c'est de sa faute. Bon, je pense qu'il rend l'équipe, il ne rend pas l'équipe responsable. Qu'est-ce qui lui a pu lui passer par la tête ? Je ne sais pas. Alors, je vois ça en suivant la courbe du championnat du monde, où il est resté, malgré tous ses problèmes, il est resté en tête très longtemps. Il ne perd que la tête du championnat, pas en Azerbaïdjan, mais au Mexique. Au Mexique, c'est ça. Ouais. Il est resté en tête très longtemps. Et donc, peut-être qu'il se disait, bon, il y a le temps. Je ne sais pas trop. Ça, c'est le mystère. Là aussi, on le saura un jour. Ou alors, il faudrait que je voie mon vieil ami... Mon vieil ami Mark Webber qui me dira comment ça s'est passé, mais qui nous le dira d'ailleurs un jour, parce que Mark, il ne cachera pas la vérité. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce que c'est que cette chute vertigineuse tout d'un coup dans la tête ? Mais l'histoire de Bakou, c'est incompréhensible. Deux crashs en l'espace de 24 heures. Non, mais je crois que même pas moi ou vous, ça m'arriverait. Donc voilà. Qu'est-ce qui lui a pris ? Je ne sais pas. Il y a une histoire. On la saura un jour, très probablement. Alors, je suis assez friand du podcast de sa maman. Alors, je vais voir ce qu'elle va dire, sa maman. Peut-être qu'elle va nous expliquer, elle va nous donner un détail. Mais il y a eu quelque chose. Et donc, parce que moi, je le voyais, on a fait des émissions ensemble, vous et moi, Alexandre. On le voyait filer vers le titre mondial, très franchement. On n'avait pas encore vu Max dans toute sa splendeur. Bien sûr, ouais. Mais lui, il y allait directement, puis tout d'un coup, plus personne. Et ça lui coûte aussi le titre mondial. Il n'y a pas que le Qatar. Moi, j'insiste sur le Qatar, mais il n'y a pas que le Qatar. Ça aussi, ça, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que cette chute vertigineuse ? Ça s'est passé dans la tête, dit-il, pour lui. Je veux bien le croire. Après, il peut y avoir aussi une question mentale. Je me souviens que Oscar Piastri perd, c'est sur la deuxième partie de saison, il est en chute vertigineuse, mais ne pas oublier que face à lui, il a Max Verstappen, qui est le meilleur pilote du monde, qui a une expérience multiple pour se battre pour les titres mondiaux et surtout pour finir bien les saisons. Lando Norris, il se battait pour le titre mondial l'année dernière, également contre Max Verstappen. Donc il y avait cette expérience qui faisait que Lando Norris et Max Verstappen avaient un plus contre Oscar Piastri. Et puis il y a aussi quelque chose peut-être à rappeler, c'est que Oscar Piastri, il a fait des saisons en formule de promotion à une dizaine de meetings. En Formule 1, c'est 24 Grands Prix, on en parle en début d'émission. Peut-être que sur la longueur, Oscar Piastri avait trop de mal à tenir dans une bataille intense. Pourquoi pas ? Je n'avais pas pensé à ça du tout, mais c'est peut-être l'une des explications. Moi, je trouve que c'est incompréhensible. Et en plus, je reparle de Mark Webber. Je pense que Mark a dû lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Etc. Et il n'a pas réussi à se ressourcer, ce qu'il faut, qui est obligatoire en cours de saison. Peut-être pour ça, alors je ne sais pas. Franchement, je l'ignore. Mais on le saura un jour. Oui. Je pense qu'on va avoir confiance en Mark Webber pour aller balancer tout ce qu'il faut. Non, bien sûr. Non, puis si vous voulez, Mark Webber, je le connais. Je sais les décisions qu'il est capable de prendre. Des décisions aussi brutales que dire tu pars de chez Alpine. Ça ne va pas du tout. J'ai interrogé, parce que avant la décision d'Alpine, quitter Alpine, Mark Webber avait bien vu tout le système qui se mettait en place. Oui. Et ça, je comprends que comme il est, malgré le fait qu'ils doivent beaucoup à Alpine, Marc, il a dû dire je vais le tirer de là-dedans et je vais le mettre ailleurs. C'est aussi une ordre d'Alpine de ne pas en faire un meilleur contrat à Oscar Piastri aussi. Oui, bien sûr, oui, non, mais il n'y a pas que ça. Les gens disent mais non, mais il a trahi Alpine. Non, il n'a pas trahi Alpine. Il a que quelqu'un avec lui lui a dit attention, voilà ce qui se passe. Et franchement, on ne peut pas lui donner tort. Il a eu totalement raison. Au bout de sa troisième seulement saison en Formule 1, Oscar Piastri a joué le titre jusqu'au dernier Grand Prix. Et c'est surtout peut-être une saison qui va lui permettre de construire ses futurs titres en Formule 1 ou de construire ses futures batailles en Formule 1. Ses futures batailles. Les futurs titres, on n'y est pas encore. Oui. Ses futures batailles, oui, sûrement. Moi, je trouve qu'il est excellent. Il faut voir les circuits sur lesquels... Je fais du bruit. Je faut voir les circuits sur lesquels il est capable de briller. Moi, je pensais que la vitesse, comme il l'avait montré à Bakou, sur un dépassement de Charles Leclerc, si je me souviens bien, avait été costaud. Ça ne l'a pas été. À Bakou, il était perdu. Mais en revanche, quand vous voyez le Qatar, j'y reviens, les grandes courbes,
il est impressionnant. Ouais. Très impressionnant. Je ne sais pas ce qu'on fera à Monaco, on le reverra à Monaco, mais sur les grandes courbes, les Spa-Francorchamps, les Losail, etc., il est très très costaud. Curieux de savoir comment il va pouvoir rebondir, ne serait-ce qu'en 2026 avec la nouvelle réglementation. C'est vrai que indéniablement, il a montré un talent qui est tellement fort qui est pour moi il est indéniable qui pourra se battre pour les titres. Forcément dès la saison prochaine, si McLaren le peut ou s'il peut partir autre part, sachant que une fois, il y avait des rumeurs de Ferrari cette saison, de discussions avec Ferrari. Il fera ce qu'ils font, mais pas à l'abri qu'un départ, surtout vu de ce qui s'est passé cette année. Oui, Alexandre, il y a toujours des rumeurs. Oui. Et on ne peut pas reprocher à des personnages comme Frédéric Vasseur, ou même au-dessus de lui, John Elkann, de regarder des pilotes comme Piastri. Bien sûr. Ben, c'est la réalité des choses. Oui. Donc, on va voir ce que ça va donner pour ce qui concerne Hamilton. Et Leclerc a l'air de ruer un petit peu dans les brancards. Hamilton, il a pris un coup sur la tête. Là, il faut vraiment qu'il remonte la pente. Oui. Donc voilà. Mais bon, une minute. Une minute. Oui, pas de souci. Pas de souci. Notamment pour parler également de Max Verstappen. Max Verstappen, il avait 104 points de retard effectivement sur la tête du championnat. Il termine cette longue saison 2025 à seulement 2 points du cinquième titre consécutif. D'un cinquième titre consécutif, pardon. La saison de Max Verstappen, Jean-Louis, c'est un règne qui s'arrête après qui avait duré 1457. Énorme, 1457 jours. C'est terminé. C'était pas loin de continuer, mais tant Max Verstappen a fait peur avec Red Bull, mais qui a fait peur à McLaren. Alors, très franchement, vous l'avez évoqué au début de cet entretien, Alexandre, il se passe des choses chez Red Bull, et très franchement, l'histoire Horner a créé du désordre. Je ne dis pas que Horner est bien fait ou pas bien fait, ça, je ne vais pas me permettre, je ne connais pas toutes ces choses-là. Mais bon, il y a eu ça. Il y a eu maintenant la rumeur Helmut Marko, peut-être a fait son temps. Je connais par contre de réputation Minslav, le nouveau patron, Minslav, oui. Qui lui n'est pas un patron simple. Enfin, je veux dire simple. Si, simple justement dans ses visions. Il faut gagner, il faut le faire correctement, il faut le faire honnêtement. Et ça a beaucoup joué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la mise à l'écart de Horner. Et ça, la famille Verstappen y a quand même pas mal participé. Et après tout, ils avaient raison. Je veux saluer par là l'arrivée de mon grand ami Laurent Mekies, que j'ai vu débuter, moi aussi. Oui. Lui aussi. L'Estaca. Oui, de l'Estaca, bien entendu. Voilà, c'est un ingénieur tel qu'on l'imagine. Toujours, 2 plus 2, ça fait 4, et pas sensiblement 4. 2 plus 2, ça fait 4. Et donc, Laurent, pour ça, avec un petit ajout supplémentaire d'humanité. C'est un type très sympa, très gentil, très agréable en plus. D'avoir remis Red Bull en route, franchement, ça c'est pas mal du tout. Franchement. Et ça a aidé à viser les performances qui sont arrivées tout de suite. Ça, je trouve que c'est un bon point. Et ça me permet d'ailleurs de parler de l'avenir en pensant à Isaac Hadjar, qui va devenir l'équipier de Max. Qui arrive sans doute au meilleur des moments, Isaac Hadjar, au vu de la situation de Red Bull. Oui, alors, au départ, et moi j'étais d'accord avec mes amis de Canal, pour dire non, mais le pauvre, il faut qu'il sorte de là, surtout qu'il n'aille pas devenir, dans l'ambiance actuelle, l'équipier de Max Verstappen. Et puis maintenant, je change peut-être d'opinion, d'opinion en me disant, eh bien finalement, peut-être qu'avec Laurent Mekies, et son éthique, parce que Laurent il a une éthique, il va pouvoir faire quelque chose de bien auprès de Max Verstappen. Attention, de bien en considérant que Max est 4 fois champion du monde, ce qui est pas rien. Non, mais que la voiture soit à peu près soit la même, parce qu'on ne me retirera pas de l'idée qu'il y a une époque où entre Max et Pérez, la voiture n'était pas la même. Il y a une voiture qui était sacrifiée. Bien sûr. Et j'ai même connu cette époque-là, les débuts de Verstappen, c'était, je le répète, ça fait rire tout le monde, mais c'était la voiture de Max, les pneus de Max, la chambre à coucher de Max, la voiture de service de Max, etc., etc. Gasly, on a payé les frais à l'époque. Complètement. Et donc, je pense que quand même, là, avec ces nouveautés, Minslav, Mekies,
Tous ces garçons-là, je pense que ça va s'équilibrer. Simplement, bon, on sait très bien que Max, il a une valeur intrinsèque qui est un peu au-dessus des autres. Mais voilà. Bon. Ça explique notamment pourquoi en 2025, sur la deuxième partie, quand le Romekies arrive, il y a un renouveau total de Red Bull et peut-être même une facette de Max Verstappen qui a encore plus explosé, la facette d'un vrai leader d'équipe et surtout fédérateur de l'équipe. Je me souviens qu'en début de saison, Red Bull était en crise avec la voiture qui était moins bonne, mais aussi des choix de Christian Horner qui ont coûté beaucoup d'argent à Red Bull, le licenciement de Checo Pérez pour mettre derrière Liam Lawson, remplacé pour mettre Yuki Tsunoda. Des choix qui ont déplu notamment à Max Verstappen, il l'avait dit notamment publiquement. Donc tout ça en cumulé, on a vu quand même un Verstappen qui était aussi avec des rumeurs d'un départ chez Mercedes pour 2026. Et on a vu un Verstappen finalement mettre tout ça de côté et dire je vais prendre mes responsabilités, rassembler l'équipe. Laurent Mekies arrive, ce qui est un moment assez salvateur dans la saison pour remettre un peu de l'ordre dans la maison Red Bull, beaucoup moins politique et beaucoup plus dans la performance. Et en fait, on a vu une nouvelle facette de Verstappen et c'est pour ça qu'il est devenu nettement plus fort cette saison. Vous avez employé le terme fédérateur. Je vais aller un peu plus loin, je dirais catalyseur. Un garçon comme Michael Schumacher, chez Ferrari, était le catalyseur de l'équipe. Alors bien sûr qu'il réunissait tout le monde autour de lui, ça c'est vrai. Comme un peu Alain Prost chez Ferrari du tournement de Selle. Tous les ingénieurs étaient réunis autour de lui, sans qu'il le veuille ou non, il n'y a pas de mauvais calcul là. Bien sûr. Michael, voilà, c'était le catalyseur de l'équipe. Je vais ajouter autre chose sur Max, que je vais rapprocher une nouvelle fois d'ailleurs de Michael. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il y a longtemps de ça, on parlait avec Jean-Todt tous les deux tranquillement, le recrutement de Michael, son premier Grand Prix gagné pour Ferrari en 96 en Espagne sous la pluie, etc. etc. Barcelone, et puis, oui, à Barcelone. Et puis à un moment donné, je suis dans la conversation là-bas à Marano, je lui dis mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce garçon-là? Et il m'a répondu quelque chose qui m'a marqué. Il me dit, toi et moi, on a quel âge? Je lui dis, on a la cinquantaine l'un et l'autre, on est du même âge. Il me dit, oui. Eh bien, tu vois, Michael, il a la moitié de notre âge, il a 25 ans, il parle comme nous, avec la même maturité. Et c'était ça qui avait compté. Et Max, sous ses allures, peut-être temps de furieux dans la voiture, ses réactions, etc., etc., il a une maturité pour la course qui est absolument sensationnelle, franchement. Et ça remonté le prouve. Comment même se surpasser d'ailleurs pour obtenir des résultats, c'est là où je trouve le plus fort. Que Max Verstappen aussi, une partie cette saison, moi qui m'a beaucoup touché parce que j'avais le sentiment de voir le meilleur Max Verstappen par rapport à toutes ses compétences et toute sa panoplie. Entre la performance, catalyseur donc de Red Bull comme vous le dites, et cette capacité à être un chasseur qui fait tellement peur à toute une organisation entière qu'est McLaren, qui me fait dire que même s'il n'a pas remporté le titre, c'est peut-être sa plus belle saison en Formule 1. Je suis assez d'accord avec ça. Et c'est pour ça que si on m'avait dit au départ de la saison, on va jouer là-dessus, je joue à mi-saison, je joue Max Verstappen, parce qu'avec une voiture pas moins puissante, mais un peu moins performante que les McLaren, il a réussi à faire quelque chose de formidable. Et ça, c'est dans ces cas-là qu'on voit les vrais champions. Et je pense que là-dessus, il a été absolument sensationnel, en dehors du fait que je crois que sa grande qualité, aussi, c'est de faire comprendre à son équipe, notamment Giampiero Lambiase, qui était complètement effondré à l'arrivée du Grand Prix, le pauvre, il pensait qu'ils allaient gagner, de dire exactement ce qu'il ressent de la voiture et comment elle est. Et ça, quand même, c'est important. Je vais ajouter autre chose, c'est pas moi qui l'ai souligné, mais je l'ai remarqué aussi, c'est peut-être Julien Febvre qui l'a remarqué, chez Red Bull, ils ont la capacité en une nuit de changer une voiture. Oui. Et là, on a vu les essais, le rebondi, tout ça, il était énervé comme tout. Samedi matin était différent. Et voilà, samedi matin, la voiture était différente. Ça, quand même, c'est pas mal. Franchement. C'est des voitures complexes. Hein, je pense de plus en plus que Red Bull est vraiment l'équipe parfaite pour Max Verstappen et qu'il y a énormément de rumeurs d'un départ de Verstappen cette saison. Mal à imaginer s'il part et qu'il retrouve la même écurie capable d'avoir la même réactivité par rapport à ses besoins. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Chez Red Bull, ils savent quand même accomplir ces actions absolument formidables, sans dépasser il n'y a pas de dépassement de curfew, des choses comme de couvre-feu, etc. Ils savent se débrouiller. Je dirais ils ont la voiture en main sur toutes les coutures. Voilà. Ils savent le truc. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment formidable pour eux.
C'est où je... Je me rapproche comme toi, parce que dis non. Je vais prendre. Non, bien sûr. Non. Là, c'est il y a un peu. Je suis trop vieux pour ça. Ok. Il y a des similitudes par rapport à Verstappen, et on dit beaucoup par rapport à Verstappen et Schumacher et Senna. On en parlait un petit peu juste avant par rapport à toutes. Est-ce que c'est le nouveau Verstappen? Est-ce que c'est le nouveau Senna? Est-ce que c'est le nouveau Schumacher? Mais Verstappen est tellement unique finalement. Oui. Il est unique. Il n'y a pas de comparaison à faire avec d'autres. Alexandre, on ne peut pas faire ça. Il y a un Verstappen, il y a un Prost, il y a un Schumacher, il y a un Hamilton. Il n'y a pas de comparaison possible. Franchement, il n'y a pas de Fangio qui est l'autre et ceci. Non, ils sont tous uniques. Vous prenez la liste de tous les champions du monde. Il y a, bien entendu, les multi-champions, ils sont uniques. Uniques dans leur genre. Uniques, tous. Moi, je me suis toujours refusé à faire... Combien de fois j'ai entendu dire lui c'est le nouveau Prost quand on était dans les années 80. On a dit le nouveau Prost, non, il y a Alain Prost et il y a les autres. Chacun de ces champions, c'est des formidables champions. Ils sont uniques à leur genre. Et ça rend aussi peut-être plus beau le titre de Lando Norris par rapport à la remontada de Verstappen. Oscar Piastri qui est un champion de devenir, mais qui a peut-être manqué de mental et d'expérience sur la fin. Et Lando Norris, champion à sa manière, qui n'a pas voulu changer sa manière d'être pour justement devenir champion du monde. On lui a pas demandé d'être Max Verstappen, on lui a pas demandé d'être Lewis Hamilton ou peut-être même un Michael Schumacher. Il n'a pas voulu se travestir pour devenir un bad boy, et finalement il devient champion du monde dans ce contexte-là. Tout à fait, en dehors du fait qu'effectivement, peut-être qu'on va même lui reprocher d'être un peu lisse, c'est pas le bad boy du tout, mais il pourra dire... à ses petits-enfants, moi j'ai battu Max Verstappen et j'ai battu Oscar Piastri. Et ça parle. Parce que c'est effectivement, l'adversité est très très forte. Les règles, les papaya rules, elles ont joué aussi en faveur de Piastri, il faut pas l'oublier. Bien sûr. Donc, même si moi je ne suis pas d'accord avec ça, et donc quand même, son titre, il est allé le chercher avec les dents. Mais je répète, j'ai vu 2-3 très beaux dépassements qu'il a tenté et qu'il a réussi. Et qu'il a dit, il faut le faire. Quand j'ai vu Tsunoda se faire n'importe quoi. Mais ça, alors, là, je vais faire une parenthèse pour retourner un peu en arrière. Maintenant, il y a des commissaires de piste et des choses comme ça. Avant, tout se passait entre les pilotes. Et un jour, Jacques Lafitte, qui est pourtant un de mes meilleurs amis, il a fait quelque chose. Il a passé Emerson Fittipaldi dans une action pas possible. Emerson est allé le voir. Il a dit, bon, voilà, t'as fait ça. Si je ne cède pas, on est morts tous les deux. Je préviens, la prochaine fois, je ne lâcherai pas. C'était comme ça que ça se passait. Ouais. Ça, c'est l'exemple que j'aime bien parce que ça se passe comme ça tout le temps. Tout le temps. Aujourd'hui, c'est un peu plus réglementaire et ça se règle plus entre les pilotes. Et ça, c'est à mon avis une erreur. Oui. Ça crée que les pilotes ne s'expliquent plus ou ne s'entendent plus, peut-être aussi. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils sont trop dans leur bulle. Mais bon, moi je trouve que à l'époque c'était mieux que les pilotes se débrouillent eux-mêmes. Ils savaient de quoi ils parlaient. Ouais. Le titre s'est joué du coup pour Lando Norris. Pourra-t-il conserver son titre en 2026? Là aussi, ce sera une toute autre question forcément par rapport à une nouvelle bataille pour le titre, sachant que Lando Norris devra sans doute en 2026, s'il veut conserver son titre, se battre avec Mercedes, qui est annoncé en 2026 comme ayant un très bon moteur. On va parler de la réglementation plus tard, mais il y a Red Bull, il y a Ferrari, on espère aussi. Ça va pas être une saison simple pour conserver son titre. Bon, il y a énormément de changements. Déjà, Red Bull, par exemple, va se tourner du côté de Ford. Mais enfin, chez Ford, on ne fait pas des moteurs de Formule 1 comme ça en sifflant en l'air. Oui. Aucune équipe peut faire ça. Donc, il va falloir faire attention à ça. Qu'est-ce que ça va valoir comme moteur? Le moteur, je rappelle, le vrai grand changement, c'est il n'y a plus de générateur thermodynamique, c'est fini. La chaleur qui se transforme en électricité, c'est plus là, c'est terminé. Et puis, il y a un usage extrêmement plus important de l'électricité. Ça, c'est des changements. Bon, qui va réussir là-dedans? Moi, effectivement, je suis comme vous. Je penche un peu pour Mercedes parce que, pour une bonne raison, c'est que Mercedes, quand ils se mettent à étudier des moteurs, ils le font bien. Pour une vraie raison, c'est que là-bas chez HPE, à Brixworth, ils font absolument tout eux-mêmes. Ça, c'est quand même la recette. Et ce nouveau moteur, ils étaient dans les fondations, si je puis dire. Et depuis ces fondations, ils travaillent dessus. Toutes les autres équipes le font. Mais Mercedes, ils ont un panel d'employés
de personnel extrêmement important parce qu'ils font aussi les moteurs de tous les moteurs un peu spéciaux, HPE, ils font tous les moteurs spéciaux, AMG, etc., etc. Donc, ça joue. Ça peut être ça pour le bon moteur. Ferrari travaille aussi de son côté. Bon, Ford va devoir apprendre, on est bien d'accord. Oui, il s'occupe de la partie électrique principalement. Oui, c'est Ford, ça. ouais. Bon, et on va voir. Oui. On va voir. Donc, tout ça m'inquiète un peu. Et donc, à Cadillac, on sait qu'ils vont avoir au départ un moteur Ferrari. Donc, bon, je fais confiance aussi à Ferrari, mais je pense que du côté de la maison de Maranello, depuis qu'on est dans les moteurs hybrides, vraiment plus spécifiques, on a perdu cette maestria qu'on avait avec les 8, 12 ou 6 cylindres qu'on avait avant. Donc, ça peut jouer aussi. Il va falloir que ça remonte sec de ce côté-là. Ils ont perdu des bons éléments chez Ferrari, il ne faut pas oublier ça. Hein. Je vois Mattia Binotto. Mattia Binotto, je l'ai vu débuter. Il s'occupait du carburant de Michael Schumacher. Je répète toujours ça parce que ça me faisait rire. Ouais. Parce que Michael Schumacher, il ne fallait pas lui dire tiens, on s'est trompé de 200 grammes dans le poids du carburant. On ne pouvait pas faire ça. Et de temps en temps, je voyais Mattia qui s'occupait que de ça, de temps en temps, sortir du stand en courant pour aller voir la machine à l'extérieur où il y avait tous les résultats du pesage de l'essence de Michael, etc. Donc lui, il a appris beaucoup, mais maintenant, il n'est plus là aussi. Voilà, c'est à mon sens presque une erreur que Ferrari ait laissé partir un talent comme Mattia Binotto. Et Ferrari, de temps en temps, on se demande où ils vont chercher leurs décisions. De temps en temps. Alors, ça aussi, je suis obligé de... Bon, c'est plus comme ça maintenant, certainement pas, mais ça me rappelle des épisodes de mon ami Alain Prost en 1991, quand il est parti, quand Ferrari l'a viré, lui-même est parti claquant la porte. Il dit, mais c'était la première réunion du matin, c'était, on regardait les journaux, qu'est-ce que disaient les journaux? Il dit, ce qu'il faut, c'est regarder la voiture, pas les journaux. Enfin bon, je referme la parenthèse. Donc Ferrari, il faut qu'ils fassent attention à leur moteur. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de nouveautés. Et je me demande ce qu'il va venir donc de cette Formule 1 2026, mais je crois qu'on va en parler après. Bon. Non, on peut en parler maintenant parce que c'est vrai que ça va aussi sur l'aéroactive. On en parlait un petit peu juste avant l'émission. Alors quand on parle beaucoup de révolution à chaque fois qu'il y a une nouvelle ère de la Formule 1, sauf que le terme révolution, là en particulier, est le mot parfaitement choisi parce que c'est sans précédent dans l'histoire même du sport auto, des formules monoplaces avec de l'aéroactive en championnat du monde, une révolution aussi moteur, 50% thermique et 50% électrique. C'est une transition vers une Formule 1 en fait finalement où on est bien sûr sans précédent, mais c'est un jour numéro 1 dans une nouvelle F1. Oui, tout à fait. Alors le moteur, je raconte les premiers épisodes, les premiers calculs, c'était très amusant parce qu'on démarre, on prend comme exemple la ligne droite de Monza. Qui passe devant les stands, sortie de la parabolique, etc. Et là, on démarre, et alors là, on met toute la puissance, toute l'électricité. On ressort de la première chicane, mais l'électricité, tout est parti. Donc, ça, c'était ça, l'électricité. Même dans les simulations, on voyait des voitures qui faisaient des spins tout seuls. Oui, en pleine ligne droite. Des trucs complètement... Bon, il y a ça. Pour ça, bien sûr que les motoristes ont dû résoudre ce problème-là, mais c'était assez amusant. Non, je suis comme vous, moi je suis très inquiet sur l'aileron avant. Oui. Ça, pour moi, je pense que c'est un truc assez osé. Il ne faut pas tomber en panne. Oui. Bon, je sais bien que les DRS, ça tombe pas souvent en panne, c'est arrivé 3-4 fois. Mais bon, on peut pas tomber en panne. L'aileron avant, il commande tout, parce qu'il va quand même encore commander tout ce qui est outwash, de chaque côté, sous la voiture, au-dessus, etc., etc. Et donc, de voir ça bouger, actif, ça me fait un peu peur. Alors, bien sûr, il n'y a plus de DRS, oui, mais enfin... Il existe toujours sous une autre appellation. Sous une autre appellation. Moi, je suis un peu inquiet. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il y a vraiment des essais qui vont se dérouler à Bahreïn sous la surveillance de la police. Parce que non, Barcelone, attendez, le premier essai, non, Barcelone, Barcelone, sous la surveillance de la police, parce que personne ne veut que ça fuite et qu'on sache, et les équipes vont se planquer elles-mêmes, même leurs propres photographes n'ont pas le droit d'y aller, et donc ça va. Donc après on verra. Donc Bahreïn, mais pour l'instant, je pense que tout le monde est un petit peu tendu sur cette histoire. Même si les ingénieurs parlent beaucoup ensemble, je pense que ça peut être un peu compliqué.
de partir, non pas d'une mauvaise direction complète, mais de partir dans des détails qui fait que ça ne fonctionnera pas du tout. Vous avez souvenir d'une saison de Formule 1 ou d'une transition, j'ai envie de dire, de réglementation en Formule 1 où on avait autant d'inquiétudes? Non, parce que ça se faisait graduellement. L'une des révolutions que j'ai bien connues, c'est le turbo dans le moteur. Et Renault a commencé, ce n'était pas facile, pas simple du tout. Je revois encore Ken Tyrrell se plier en deux pour montrer qu'il riait beaucoup du moteur. Renault avec son turbo, ce qui énervait Jean-Pierre Jabouille à un point, il dit, je vois encore. Bref, mais enfin, ça il y a une évolution tranquille. Là, on rentre ensuite. Bon, on a eu McLaren qui a introduit la première coque Hercules full carbone, enfin composite, on va dire ça. Voilà, avec John Barnard à partir de 80. Bon, mais tout ça s'est fait progressivement. Là, on est dans une nouvelle ère complète. On n'a rien vu. Et ce qui est plus important encore, c'est qu'on n'a pas fait d'essai, pratiquement, vu qu'il n'y a rien de commun entre les voitures, pas fait d'essai tranquille au cours de l'année. Ce qui est arrivé souvent, vous savez. On dit, vendredi, non, mais on travaille sur la voiture de l'année prochaine. Oui. Voilà, exactement. Là, on n'a pas vu ça non plus, et ça m'inquiète. Ce qui me fait peur aussi, c'est que pour cette réglementation en particulier, je pense qu'il aurait peut-être fallu avoir une voiture test faite par la FIA. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'aucune voiture avec l'aéroactive de Formule 1 n'a roulé avant, et ne va rouler d'ailleurs avant les shakedowns, avant donc les premiers essais. Peut-être fallait-il, on va voir comment ça va se passer dans la suite, mais avoir une voiture test FIA, Fédération internationale automobile, pour tester toute cette aéroactive à vitesse réelle dans la réalité. Oui, mais Alexandre, à quel prix? Ça coûte très cher. La FIA ne peut pas se permettre de fabriquer ça elle-même. Donc, il aurait fallu s'appuyer sur une équipe ou une autre, et ça, c'était donner un avantage à cette équipe-là. Donc, ça, c'était impossible. Bien sûr que ça aurait dû être ça, bien sûr. Mais je crois que là, on va découvrir quelque chose, même si les ingénieurs parlent beaucoup entre eux, même s'il y a toujours des fuites là-bas dans la Silicon Valley de la Formule 1, et puis même en Italie aussi. Donc ça, je vois à peu près comment ça va se passer. Mais le résultat, c'est qu'on ne sait rien. Vraiment rien du tout. Et donc, à part ce que veut bien nous dire Nicolas Tombazis, que je connaissais bien du temps où il était chez Ferrari, c'est lui qui a planché en général là-dessus, sur l'aspect complet, si je puis dire, le DRS, etc. Et on va voir. Mais moi, je suis franchement très inquiet, et je ne suis pas le seul. Je vous rappelle quand même la phrase de Max Verstappen, si ça me plaît pas, je m'en irai. C'est d'ailleurs ma transition, ne serait-ce que par rapport à Max Verstappen, parce que 2026 étant une totale nouvelle ère de la Formule 1, il a dit à plusieurs reprises que la nouvelle façon de voir la Formule 1 pour la Formule 1 elle-même, avec Stefano Domenicali, plus de week-ends de course sprint, plus de grands prix. D'ailleurs, on pourrait même aller au-delà des 24 grands prix selon les nouveaux accords Concorde, qui sont les accords entre la Formule 1, la FIA et les équipes de F1 concernant la nouvelle direction de la F1. On pourrait les écuries en tant que telles sont enclins à avoir justement plus de grands prix, accepteraient. Pourquoi ? Parce que ça rapporte plus d'argent. Pour elle, c'est tout bon. Mais pour Max Verstappen, lui, c'est tout ce qu'il ne veut pas. Je vous rappelle la réflexion de Charles Leclerc. La Formule 1 n'a pas besoin de se réinventer. Et ça, ils ont un peu raison, ces pilotes-là. Ils sont arrivés au maximum des possibilités des voitures, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de changer ? Bon, le moteur, je comprends, c'est dans l'air du temps, il faut réduire la consommation d'énergie fossile, etc. Mais est-ce qu'on avait besoin de tout changer en même temps ? Donc, c'est pour ça que je reste inquiet. Je pense à Max Verstappen qui a dit que si ça lui plaisait pas, il partirait. Je pense à ces choses. On verra. Est-ce que les jeunes pilotes vont pouvoir s'adapter aussi ? Parce que la Formule 2, c'est pas ça non plus. De toute façon, aucune. Il y a rien comme ça, et donc, on verra. Moi, je suis un peu inquiet pour l'instant. Vous parliez beaucoup dans une émission Racing Stream, que je salue, notamment Donald, de la maman de Max Verstappen, qui est en fait, le fils, c'est comme la maman. C'est-à-dire que il peut y avoir des décisions faites, si ça me plaît pas, je m'en vais. J'ai 2 pilotes comme ça. Nico Rosberg, il y avait Keke, son père, mais il y avait surtout Zina, sa maman. Et Nico, c'est sa maman.
même sous les allures de son père, etc. C'est sa maman. Et Max, pareil. Sophie Kumpen, elle a couru le championnat d'Europe de cartes contre des garçons qui s'appelaient Christian Horner et des gens comme ça, qui sont devenus pilotes après de Formule 2, etc., etc. Et Sophie Kumpen, elle se laissait pas faire par les bonhommes, franchement. Et même quand je le vois encore maintenant, ça me fait sourire parce que je me dis, tiens, elle n'a pas changé. Voilà, et Sophie. Et là, il y a quand même chez Max une partie de sa maman. Pour, je dirais, la tête, tout ça, etc., etc. Il est assez costaud pour ça. Et c'est ça, je reconnais Sophie. Ouais. Est-ce que si Max Verstappen vient à quitter la Formule 1 de manière soudaine, ce serait une immense perte pour la F1? Question difficile parce que on le regrettera, mais on regrette tous ceux qui sont partis, mais ils sont plus là. Donc voilà, on peut. Non, mais je veux dire, voilà. Moi, bien sûr, j'aurais bien aimé que mon ami Alain Prost court encore. J'aurais bien aimé que mon ami Ayrton Senna continue à courir encore, etc. Ils sont plus là. Oui. Et l'un de mes regrets, c'est que je n'ai jamais vu courir Fangio. J'aurais tellement aimé le voir courir. Ouais. Mais bon, voilà, c'est passé. Bah, c'est comme ça. c'est vrai. Une des autres interrogations aussi pour 2026, avant de voir quels sont les pilotes qui vont passer de bonnes vacances ou de mauvaises. Audi qui arrive en Formule 1 l'année prochaine. C'est l'un des projets les plus importants même de l'histoire moderne de la F1, même dans l'histoire de la Formule 1. Constructeur comme Audi qui débarque, qui met beaucoup d'argent et qui construit maintenant parfaitement, j'ai envie de dire, son arrivée en Formule 1 dans moins de 90 jours, son premier départ en Formule 1. Qu'est-ce qu'on en pense d'Audi et comment on va juger Audi justement? Moi, je pense que celui qui va apporter beaucoup, c'est Mattia Binotto. Ouais. Voilà, ça, c'est là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut toujours un petit peu se méfier des constructeurs allemands qui de temps en temps partent dans des directions un peu folles. C'est arrivé chez Audi. Bon, c'est une famille, hein, Volkswagen, Porsche, etc., etc. Une petite guerre entre Porsche et quand même. Oui, et puis vous avez vu au départ que tout ça c'est parti sur des trucs complètement. Le directeur de course, le directeur de l'équipe est viré, l'autre est viré aussi. En fait, donc j'attends de voir vraiment le résultat. Je ne doute pas qu'ils sachent faire des bons moteurs chez Audi. Ça, il n'y a pas de raison. Ils ont inventé des trucs formidables. Mais est-ce que châssis, tout ça, etc., il y a des très grandes installations chez Sauber, une soufflerie qui est formidable, par exemple. Mais est-ce qu'ils vont faire ce qu'il faut, etc., dans un délai assez court? On va voir. Oui, c'est une nouveauté. Bien sûr que c'est une nouveauté. Mais comme Volkswagen ni Porsche ne voulaient accéder à la Formule 1, voilà, il a fallu que quelqu'un décide. C'est assez rare chez les Allemands, mais bon, je le répète, ce sont les cousins entre eux. Et donc, Audi a été choisi. On va voir ce que ça va donner. Mais là, franchement, on a assez peu de nouvelles. Oui, très peu. Je connais leur usine de moteur sans de loin, parce qu'on ne pouvait pas y rentrer. Ingolstadt. Oui, bien sûr, je connais tout ça, mais bon, franchement, je ne peux pas avancer là-dessus, je ne sais même pas du tout ce que ça va valoir. Heureusement, il y a un bon motoriste qui est Mattia Binotto, et qui pourra leur dire, bon, il faut faire ça. Sinon, je vois pas, je connais pas assez bien leur comment je pourrais dire, il n'y a pas assez de stars, au bon sens du terme, motoristes ou hommes de châssis chez eux, pour pouvoir décider. On va voir. Oui. D'ailleurs, pour petite information, sachez que Audi a ouvert un bureau en Angleterre aussi également. Oui, complètement. Pour pouvoir attirer des nouveaux Personne ne peut se passer de la Silicon Valley. Hein. Oui. Personne. Ferrari devrait faire la même. Non. Alors je suis là-dedans. J'aurais fait quelque chose. J'aurais essayé de débaucher Adrian Newey. Hein, mais je vois pas Adrian Newey habiter en Allemagne. Donc voilà. Donc non, mais aussi c'est vrai. Mais ça permet de faire la transition sur Aston Martin. Aston Martin qui a changé beaucoup de patrons sur les dernières années. Alors. Adrian Newey qui devient patron de l'écurie. Oui. Je connais bien Laurent Stroll. Et de temps en temps, je l'ai vu lui aussi faire des erreurs. Par exemple, il a remplacé, il s'appelait Mike Crack. Il l'a remplacé par Andy Cowell, qui était le patron des moteurs de HPE dont on a parlé, le grand patron motoriste formidable de Mercedes. Je me dis, mais pourquoi il le met là? Diriger une équipe, c'est pas...
Bien sûr qu'on peut diriger une équipe comme des motoristes et des choses comme ça, mais c'est pas son boulot. Et donc, pourquoi? D'ailleurs, ça a duré 1 an, même pas. Ouais. Et donc, voilà. Mais Laurence, il voit bien que l'argent, ça défile, même s'il en a beaucoup, et que bon, il y a aussi ce petit point d'orgueil. Eh bien, moi, j'ai réussi à me payer Newey. Ça joue aussi. Ferrari a bien essayé. Hein. Oui. J'ai réussi à me payer Newey. À quel prix? Avec des parts de l'écurie À quel prix? Bien sûr, mais bon. Alors, Newey, je le connais, c'est pas un type amusant. Newey, si un jour vous voulez aller le déranger, il faut avoir une bonne raison. Hein. Au Grand Prix Monaco Historique, je me suis tâté à aller le voir, poser une interview, mais je me suis dit... Et alors J'ai pas osé. J'ai pas osé. Peut-être qu'il aurait été... Alors, ça, on peut pas lui reprocher. Oui. Alors, donc, je vous raconte une anecdote. Un jour, Le Mans Classique, j'arrive, et là, je vois une GT40, mais ratatinée, mais de tout. Mais qui y avait là-dedans? Je regarde. Mais merde, alors, c'est Newey qui était là. Donc, je cours vers le camion, je vois les mécaniciens, etc. Je leur dis, mais il est comment, lui? Ah non, lui, ça va bien. Il est un peu égratigné, mais c'est tout, il va bien. La GT40, c'était une... explosée. Déjà, c'est plat. Oui. Là, c'était une galette. Ah oui, il était parti en tonneau avec, enfin bon. Et il aime ça. Et alors, à Monaco, il fallait peut-être résister, peut-être qu'il aurait aimé... Peut-être qu'il refera le Grand Prix Monaco Historique. Enfin bon. Donc maintenant, c'est lui qui a la main sur l'équipe technique, et je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait. Il faut qu'il ait les moyens, je pense qu'il les aura aussi, et il a organisé, comment dirais-je, ses bureaux d'études, même si lui travaille encore au crayon, il a tout organisé en étant, comment dirais-je, le patron de tout ce qui se fait. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Andy Cowell, je comprends absolument pas pourquoi il l'avait mis là. Bon, Newey patron, voilà, au moins on va. Bon, on sait, on va. Mais il y a une direction claire avec Adrian Newey, qui le plus grand designer de l'histoire de la Formule 1, de multiples titres, qui avait, il me semble... De l'histoire moderne. Qui, il me semble, avait voulu prendre la tête de Williams à l'époque, Adrian Newey, ou c'était un peu plus compliqué que ça? Oui, non, c'est bien résumé, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais... Adrian Newey, il déteste avoir des gens au-dessus de lui. Même s'il est resté longtemps chez Williams, il souffrait beaucoup du manque de nuances d'un gars que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Patrick Head. Mais Patrick Head, c'était rouge et blanc. Il n'y avait pas rose au milieu. Et donc ça le gênait un peu, Newey. Mais bon, Patrick Head était malgré tout un type très très sympa. Donc, je pense qu'il y a ça. Newey, son propre patron, il est content. Il fait. Et je pense que si Fernando Alonso reste, c'est parce qu'il veut voir ce que ça va donner. La l'unification plutôt, Fernando Alonso et Adrian Newey, ça s'annonce absolument magnifique, sachant aussi que l'année prochaine, il y aura aussi, c'est peut-être la dernière saison de Fernando Alonso en Formule 1. Faut que ça réussisse. J'espère que ça va. Peut-être. Il aime ça courir, il aime ça. Mais bon, peut-être. Pour terminer l'émission, forcément, quels pilotes vont passer des bonnes vacances? Quelles écuries vont passer des bonnes vacances et qui ne va passer de très mauvaises vacances? Alors, selon vous, qui va passer de bonnes vacances? Alors, de bonnes vacances, si j'en crois ce qu'il a dit, Lewis Hamilton, il joindra personne. Je cache pas que je l'ai mis dans celui qui a passé des mauvaises vacances. Non, mais je veux dire, si j'en crois ce qu'il a dit, il ne parlera à personne. Mais je pense qu'il va passer de mauvaises vacances, et j'espère qu'il va pas passer ces 50 et quelques jours à ruminer tout ce qui s'est passé. Et je pense que là-dessus, il sera assez costaud. Je lui fais confiance à Lewis. Vous n'avez pas peur que ce qui s'est passé chez Ferrari cette saison, un peu un rendez-vous manqué entre... Non, Alexandre, c'était vraiment une question de culture générale. D'accord. Les appellations, les machins, etc. Vous pouvez pas empêcher, même en anglais, les ingénieurs d'Hamilton de parler avec le langage italien, malgré tout, etc. Or, Lewis, c'était pas ça du tout. Bon, ensuite, deuxième opération, on sait très bien, je les compare tous les deux, on sait très bien que, pour moi, c'est les deux plus importants. Là. Kimi Räikkönen et lui, ils veulent une voiture calée sur l'arrière. C'est simple, calée sur l'arrière. C'est l'inverse de Max Verstappen. Et donc, voilà, ça n'allait pas, cette voiture. Elle ne lui convenait pas du tout. Pour X et Y raisons, trop talonnée, on la relève parce que sinon on va manger le patin, etc. Tout ça, ça lui plaisait pas. Je pense qu'il peut pas perdre
Lewis Hamilton, il ne peut pas perdre d'un coup tout ce qu'il a su faire. Oui. C'est impossible. C'est un des plus grands champions de l'histoire. Donc c'est impossible. Alors je pense qu'il va passer de mauvaises vacances, d'accord, pour ruminer, mais s'il coupe tout, peut-être qu'il va pouvoir faire autre chose. Aller se baigner, aller faire de la musique. Non, mais franchement, il aime ça. Il a plusieurs cordes à son arc, Lewis. Donc bon, il peut faire autre chose. Il a un potentiel énorme encore. Donc je pense que il va passer effectivement de mauvaises vacances, mais il va réfléchir à tout ça. De l'autre côté, il y a aussi Charles Leclerc. Leclerc, je sais pas si je le mets en passé de mauvaises vacances ou bonnes vacances, tellement il a été très bon pour la Skoda Ferrari, il les a sauvés à de nombreuses reprises. Il a dit aussi une certaine déclaration, Leclerc. L'année prochaine, c'est maintenant ou jamais. Il comprend bien que les patrons insistent. Oui. Ça fait longtemps que Ferrari, là, ils n'ont même pas gagné une course. Hamilton aucun podium, notamment. Victoire en sprint. Le sprint. Et donc, quand même, ça joue. Et pour les amoureux de la Scuderia dont je fais partie, ça, c'est moi, je suis cool là-dessus. Mais les tifosi, ils sont au bord du suicide, si je puis dire. Et donc, il a raison, Charles, de dire c'est maintenant ou jamais, parce que il va falloir que Frédéric Vasseur soit l'objet du pour ou contre des patrons de Ferrari. Il faut dire les choses comme elles sont. Je les connais chez Ferrari, ils donnent pas. Je pense que c'est des erreurs qu'ils font. D'avoir même Maurizio Arrivabene, même s'il les avait fait des bêtises, Vettel avait aussi sa part de bêtises. Jamais il n'aurait dû perdre ce championnat. Bon, et ils l'ont perdu. Hop, il est parti dans la seconde. On peut pas changer tout comme ça. Toutes les équipes qui réussissent, c'est des équipes sur la longévité. La longévité, oui. Des sports, des opérations de longue haleine. Donc on peut pas à chaque fois changer comme ça, puisque à chaque fois qu'on change quelqu'un à la tête, tout change. J'entends d'y rester un certain nombre d'années. Je vous rappelle 93, la première victoire est 96, le premier titre mondial constructeur 99, Schumacher 2000. Bien sûr. Il faut laisser du temps au temps. C'est ce qui m'énerve chez les patrons. Alors je sais que John Elkann est important. J'allais venir à cette déclaration de critique des pilotes de John Elkann. Alors pour moi, ça tombe complètement à plat. Enfin, attention. On est dans un pays où la presse... RN. Oui, non, mais Brod, je les connais, mes copains italiens, depuis longtemps. Et donc, ça, voilà, il faut qu'ils inventent, enfin, pas inventer, mais il y a toujours un petit argument qui fait que, non, il faut laisser du temps au temps. Je pense qu'il faut que tout ça se calme. Et il faut ça, même si tout au sport dit ceci ou cela, c'est ce qui était formidable du temps d'Enzo Ferrari. Il y avait tout ça, comme ça. La presse était la même. Sauf qu'à la fin de la saison, il arrivait en conférence, Enzo Ferrari, pour présenter la nouvelle saison, et un dossier comme ça, les papiers qui lui avaient pas plu dans la presse. Et la Gazzetta, c'est-à-dire l'équipe, les grands, et Corriere della Sera, tout ça, etc. Et il les reprenait, et chacun avait droit à sa dose. Donc, voilà, il se laissait pas faire. Ce sont des choses qui n'étaient pas forcément justifiées. Oui. Donc ça me faisait, j'adorais ça. Ça me faisait sourire. Mais voilà. Et donc, il faut arrêter de prendre tout ça en compte. Tout d'un coup, la presse, ça devient, ça met le feu partout. Bien sûr. Alors donc, il faut qu'il prenne ça. Il faut qu'il se calme de ce côté-là. Que John Elkann comprenne que il va falloir reconstruire tout. Et là, on a une chance. On a une chance peut-être avec la nouvelle Formule 1. On verra bien. Je serais très curieux de pouvoir faire un push-lap notamment à ce podcast avec Charles Leclerc pour qu'il puisse expliquer comment il ressent la pression italienne et la pression de la presse italienne en particulier, et de devoir gérer ça constamment. Chaque petite déclaration prend des ampleurs énormes, alors que il a juste dit que la voiture était mal sur cette première séance d'essai libre. Ah oui, mais ça, mon vieux, au Corriere della Sera, on fait une page avec ça. Mais oui. Et peut-être pas à la Gazzetta, mais à tout au sport aussi. Non, je pense que Charles, il est au contraire, il est à l'abri dans sa coquille à Monaco, là-bas. Voilà. Avec sa jolie fiancée, il est là-bas, il est un peu... Quand je le vois, j'appelle Monseigneur, ça le fait rire. Non, pas encore, j'ai bien compris. Mais bon, parce que là-bas, il est tranquille. Oui. Mais bon, et c'est pour ça que j'espère, je reviens sur Hamilton, j'espère qu'il va se planquer quelque part. Oui, à Monaco aussi. dans un endroit où il sera tranquille, complet. C'est tout. Non, peut-être pas Monaco, mais loin, peut-être dans sa famille, on ne sait pas. Voilà, et qu'il soit loin de tout ça. Généralement, ces vacances-là, c'est l'été qu'on prend des bateaux, on va se baigner au large. Là, bon, il faut aller loin pour faire ça, mais peut-être qu'il fera ça aussi. Il faut qu'il se ressource. Et Charles, il est plus à l'abri à Monaco
que Lewis dans le monde entier. Oui. Il faut voir les choses comme ça. C'est vrai. Max, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Il va probablement trouver quelque chose à faire sur le Nürburgring, mais enfin bon. aussi, c'est vrai. Dans les pilotes qui ont passé, pour le coup, qui vont passer des bonnes vacances, j'ai noté George Russell. Impeccable. George, je pense que le retard dans la signature, c'était peut-être lui une question financière. Mais j'en suis pas sûr, mais je termine ma phrase. Oui. Mais j'en suis pas sûr. Et donc, il est bien dans son équipe, Georges, lui aussi. Toto Wolff, c'est probablement même le meilleur manager qui existe. Beaucoup d'humanité, qui voit bien les choses, même s'il se met en colère de temps en temps, même s'il reprend la famille Antonelli en montrant qu'elle est un peu trop présente à ses débuts, etc., etc. Je pense que ça joue. Non, c'est un bon manager, et je pense que Georges peut faire quelque chose. Mais Georges, il est comme les autres, il faut qu'il ait une bonne voiture. Ouais. J'allais dire, par rapport à, pour rebondir sur la question contractuelle, je trouvais que la prolongation de George Russell était un peu un manque de respect envers lui. Pourquoi ? Il ne prend qu'une année de contrat et une option. Et on sait que cette année, Toto Wolff a lorgné énormément sur Max Verstappen. Oui. Et là, alors qu'il a fait une saison exceptionnelle, 2 victoires cette saison, il a été le leader de l'écurie, mais cette prolongation de contrat, je l'ai pris un peu comme un manque de respect envers lui, parce que, en fait, il peut faire les meilleures saisons qu'il veut, il n'est pas Max Verstappen. Donc finalement, pour 2027, si Verstappen dit « Ah, moi je suis disponible, je peux venir chez Mercedes », Russell dehors, alors qu'il est exceptionnel. Eh oui, je sais, mais Alexandre... Vous êtes trop jeune, mon vieux, mais c'est comme ça, c'est la règle. Oui, c'est la règle. Je comprends bien. Non, c'est avec le sens de l'honneur, le sens du respect, etc., etc. Non, on respecte un pilote quand il est sur la piste. Oui. Passe du temps. C'est comme disait Enzo Ferrari, c'est un employé. Il faut voir les choses comme ça. Bien sûr que nous, on aime ça, on les porte au nu, les pilotes. Mais au sein de l'équipe. Sont choyés, gâtés, etc., etc. Ouais. Mais il y a un patron au-dessus. Il y a des intérêts, bien sûr. Et c'est pour ça que deux choses. Je reviens encore sur Ferrari. Quand Enzo Ferrari disait, quand on pilote chez moi, c'est pas piloter dans n'importe quelle équipe. Ouais. Il avait raison de le dire. Et un autre pilote m'a fait une réflexion assez importante quand il est devenu chef d'écurie, Gérard Larousse. Il m'a dit, il faut toujours regarder quand on emploie quelqu'un qui vient de la Scuderia Ferrari, parce qu'il est toujours un peu plus fatigué que les autres. Oui. Voilà, donc tout ça pour revenir à votre raisonnement, voilà, c'est un employé, certes le plus bel employé le mieux payé, etc., mais c'est comme ça. C'est celui aussi qui est le plus en avant, c'est pas les ingénieurs. Or, on sait très bien que les ingénieurs, c'est eux qui font le boulot aussi, qui font la voiture. Oui. Pour permettre à Russell d'être très bon. Voilà, donc c'est la règle. Moi, bien sûr que j'aime bien George Russell. Bien sûr. Je le mets largement devant Kimi Antonelli. Mais bon, quand on a Verstappen qui se promène dans la nature... Faut pas lâcher. Dans les autres pilotes que j'ai mis étant excellents cette saison, il a passé de très bonnes vacances, Pierre Gasly qui a vécu une saison difficile forcément au volant d'une Alpine, mais il marque 22 points. Je trouve qu'il a fait un service rendu à la nation, et pas tellement tellement Alpine était dans de chercher à rien faire dans cette saison 2025. Il a quand même marqué 22 points. Pour moi, c'est l'un des meilleurs pilotes de cette saison, Pierre Gasly. Il a été top, mais ça m'ennuie de parler de Pierre maintenant, là, en l'état, parce que je suis tellement triste pour Viry-Châtillon. Aussi, c'était mon autre point, Je suis tellement triste pour Viry-Châtillon de voir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un nouveau directeur qui nous a inventé des ceci, des cela, des Renault Ampère, etc., etc. Qui a commencé à casser le jouet en mettant n'importe qui à la tête de cette équipe. Voilà, des motoristes, pour finalement partir acheter vendre des bijoux et des sacs en cuir, et puis finalement et on est là dans la déconfiture, et nous, vous comme moi, les journalistes français, on perd une Mecque. Pour nous, Renault Sport, Viry-Châtillon, c'était la Mecque des moteurs, des gens qui inventaient, qui trouvaient des trucs, etc., etc. Et voilà, tout ça c'est parti. Et ça me rend d'une infinie tristesse qui ne me permet pas de me régaler des performances de Pierre, que j'aime beaucoup. J'aime bien sa famille et tout, je les connais depuis longtemps. Voilà, c'est tout. Ça me parlait de cette équipe, de voir Viry-Châtillon partir n'importe où, des gens qui ont
inventé tellement de trucs, le rappel pneumatique des soupapes, je parle pas du turbo, des choses comme ça, enfin, des trucs magnifiques, et voilà, tout d'un coup, un gars arrive et dit, ah bah non, et puis il va jouer ailleurs, et puis voilà, le jouet est cassé. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout que France est un fleuron justement de création. On rappelle que par exemple la France, il y avait le TGV a été créé là-bas. Oui. Il a été créé ici, pardon. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir d'autre au-delà du TGV? Le Concorde aussi. Plein de choses. Voilà. Ça fait partie, Viry-Châtillon, des plus grandes réussites françaises des créations françaises. Oui, absolument. Alors voilà, Fred Vasseur l'a très bien dit. Et donc bon, Pierre, il s'est arraché pour ça. C'est ça qui est formidable, c'est que ces 22 points, il a été les chercher avec les dents. C'est ce qu'on voit, parce que le moteur allait pas. Et alors, je ne parle pas du châssis non plus. Et bon, donc voilà, fin de l'histoire. Oui, c'est vrai. Voilà pour Viry-Châtillon. C'est la faute de Fabien, ça. On lui dira. Voilà. Autre point aussi, il y a dans le sens où il y a un autre départ en Formule 1, Sauber. Peter Sauber, l'écurie, désormais, c'était le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi de l'écurie Sauber en tant que telle, qui deviendra l'année prochaine Audi, on en a parlé juste avant. Parlez-nous un petit peu justement de Peter Sauber, qui pour la jeune génération n'est pas forcément extrêmement connu. Alors, Peter Sauber, pour moi, c'est un bâtisseur. Parce qu'il a commencé par quelque chose qui l'intéressait au premier point, c'était l'endurance. Ouais. Mais il a commencé, je vais dire petitement, mais c'est pas péjoratif, avec ses moyens. Il faisait des voitures qui ne tenaient pas vraiment bien la route, mais qui étaient très jolies, très bien. Et puis il y avait dans cette équipe des gens comme Peter, qui était le pater familias, des gens toujours inventifs, trouvant des choses, etc. Au point que, en endurance, et même Mercedes a fait confiance pour apposer l'étoile à trois branches sur ses voitures. Donc c'est devenu quelqu'un. Que Mark Webber a roulé. Est-ce qu'il a roulé dans cette voiture, Mark Webber? Non, mais Jean-Louis Schlesser, par exemple, voilà, comme ça. Ça fait démarrer tout le monde, ça. C'était l'équipe il y avait Cross-Pointner, il y avait Schumacher, il y avait Michael, et puis il y avait celui qui a été gravement accidenté à Monaco, je me souviens plus de son, c'est pas grave. Oui. Et voilà, tout doucement. Et puis après, il faut bien vivre. La Suisse, c'est un pays qui permet de construire des belles choses. Il a construit une équipe magnifique, une jouerie magnifique, des ateliers top. Et puis là, après, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, continuer avec un sponsor comme Alfa Romeo. De fait, comme ça, on parlait des Alfa Romeo. Et puis, finalement, vendre. Et je pense qu'il a eu raison. Il se retire. Il a construit un truc énorme. Il peut se retirer. Et continuer à vivre sa passion comme il le veut, en regardant les courses, tout ça, en venant de temps en temps sur les courses. Peter Sauber, c'est le grand-père pour moi. Voilà. Oui. Et voilà, tous les gars qui travaillent avec lui. Vous allez chez Sauber maintenant, il y a des mécaniciens, ils ont 70 ans. Ils n'ont jamais voulu lâcher. Oui. Jamais voulu lâcher. J'ai été interviewé Frédéric Vasseur quand c'était Alfa Romeo là-bas, et je suis tombé, celui qui est venu me chercher à l'aéroport, mécano, il était le meilleur des mécaniciens de Jean Alési. Il m'a demandé comment il va, Jean Alési. Vous connaissez Jean Alési? Mais j'étais sur mécano, etc. Incroyable. Toujours là. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours adoré cette équipe. J'espère qu'ils resteront ce Audi, sincèrement. J'espère qu'ils vont lui garder une place. Oui. Voilà, parce que franchement, il la mérite. Oui. Et notamment, il a révélé Peter Sauber par son écurie de Formule 1. Kimi Räikkönen. Oui. Felipe Massa, Sergio Perez aussi également, qui a débuté. Kimi Räikkönen, je me souviens de ça. Avec Jackie Eckhart, qui était le chef ingénieur. C'est des arrivées qui sont marquantes pour la Formule 1, puisque après, je crois que Räikkönen fait qu'une seule saison pour aller ensuite du côté de McLaren. Oui. Alors, Räikkönen, je raconte l'anecdote. Mais je crois que je l'ai déjà raconté dans Racing Stream. Donc, c'est Jackie Eckhart qui est le chef des essais, qui me promet de faire venir le zèbre, là, Räikkönen, qui était dans son coin, il voulait parler à ma personne, etc. Non, il dit, je te l'amène en tirant par les cheveux s'il le faut, mais je te l'amène, pour TF1, à l'époque. Et donc, voilà, il me l'amène. Et donc, je suis obligé de lui poser la question bateau, qu'est-ce qu'il a le plus impressionné dans la Formule 1? Généralement, les gens répètent, les jeunes pilotes répètent ou la puissance ou le freinage. Et l'autre, là, le zèbre, il me répond, comment vous? Les médias,
too much, il y en a trop. Sur une séance d'essai. Alors j'ai répondu, mon vieux, T'as pas fini. t'as pas fini, voilà, etc. Il m'avait fait rire, ça. Et c'est grâce à, ça, c'est grâce à Sauber, voilà. Voilà, Grâce à Sauber. voilà, Et puis en plus, voilà. donc du coup, je disais Charles Leclerc aussi. C'est vrai que, Oui, bien sûr, bien sûr. presque, mais il a commencé. Bien sûr, il a commencé complètement. Charles Leclerc. Complètement. Donc, c'est vrai Non, que... non, c'est un personnage qui dit. Mais ça, c'est. On en parlait tout à l'heure. Mhm. Ils nous font un petit peu de nostalgie et des regrets. Ouais. Voilà. Moi, Comme- je l'ai connu, serré la main. J'ai dîné à côté de lui plusieurs fois. Mhm. Et tout, c'était un type vraiment. Est-ce qu'il parle français d'ailleurs, Sauber? Non, non. D'abord, il parle un anglais Basique. basique, oui, voilà, exactement. Mais bon, il parle suisse-allemand et il parle allemand. C'est aussi un peu différent. Donc voilà. Non, ça, on peut pas. Mais c'était, voilà, je répète, le pater familias. Voilà. Lui, il voulait pas de trucs sombres dans son équipe, les accidents, les machins, tout ça, ça lui plaisait pas. Voilà. Ça me fait penser à Frank Williams aussi, quand il avait quitté l'écurie, et même sa fille ensuite derrière. Et le nom, pas Suzy. Claire Williams, pardon, excusez-moi. C'est vrai que c'était aussi un pan de l'histoire de la Formule 1 qui quittait. Le nom Williams reste, mais la famille s'en va pour laisser survivre derrière l'écurie. Et d'une certaine manière, Peter Sauber, même si le nom n'existera plus en Formule 1, ça restera éternellement comme l'écurie qui a amené Audi aussi en Formule 1 derrière. Les bonnes bases d'Audi. Eh bien, mon cher Alex, vous avez l'âge pour ça, pour en connaître encore plein d'autres. Voilà. Moi non, mais vous, oui. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus important. Voir les pilotes qu'on adore, voir les voitures qu'on adore, et voir des gens autour qui ont toujours des personnalités absolument formidables. Je trouve que c'est ça l'essentiel de la Formule 1 pour moi. Oui. Dans le renouveau de la Formule 1, il y a les rookies cette année. Ah oui. Alors les rookies. Les rookies, il y en a eu 3 factuellement. Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto. On va compter Jack Doohan également dedans, même s'il n'a fait que quelques grands prix du côté de chez Alpine. Un peu Lawson aussi. Lawson qui a fait sa première saison complète. Saison complète, oui. Avec 2 écuries. Alors, je suis obligé de dire que les deux le plus impressionnants, c'est naturellement Antonelli et Hadjar. Antonelli, peut-être un peu trop gâté tout de suite par l'équipe, et qui finalement est revenu dans de meilleures proportions. À la fin de saison est très bonne pour Antonelli. L'enchaînement Las Vegas, Brésil, c'est du haut niveau. Et je pense à tous les imbéciles qui ont envoyé des tweets sur le fait qu'il avait laissé passer Norris, alors que l'image, enfin, on a mis 10 minutes à avoir l'image. Aussi, c'est un peu de la faute de la Formule 1, pour être honnête. C'est la faute de la FOM, la Formula One Management et leur équipe télé, voilà. Et puis Isaac Hadjar, qui, je le répète, est brut de fonderie. Il faut lui dire ça comme ça. Comme a dit d'ailleurs Marco, il faut qu'il apprenne à contrôler ses émotions. Et là, il n'a pas tort. Mais ça me rappelle un peu Alain Prost à ses débuts, brut de fonderie. Voilà, disant les choses, la voiture, elle va pas bien, ou la suspension a cassé, voilà. Bon, Isaac, il est comme ça, il va s'arranger. De toute façon, là, mais déjà, bon, on sait qu'il roule. Oui, il y en a chez Red Bull qui peuvent plus rouler. C'est ça, mais c'est vrai que déjà un podium cette saison, il a fait pour l'instant une meilleure partie de saison, ou du moins par rapport à ce qu'il a fait, une meilleure saison par rapport à tous les rookies qu'on a pu avoir dernièrement du côté de chez Red Bull. Alors je pense qu'on n'est pas loin de la conclusion. Je vais lui envoyer un mail hier pour lui dire, écoute, pas besoin de rouspéter parce que t'es pas dans les 10 premiers du classement mondial. Je dis, ce dont on se souviendra, c'est ton podium. En 1980, Alain Prost, il était 16e au championnat du monde, la première saison. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il avait marqué 1 point au premier Grand Prix et 2 points au deuxième Grand Prix. Ça, on l'a retenu. Voilà. Le classement du championnat du monde, quand on est dans le fond du classement, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, il a terminé 19e alors qu'il a fait une super saison aussi. Voilà. Courage, voilà, exactement. Par rapport à Isaac Hadjar, on sent qu'il prépare potentiellement l'après Verstappen avec du côté de chez Red Bull. C'est ça aussi la pression qu'il va avoir aussi, Isaac Hadjar. C'est ça que je soulignais au début de notre entretien, à savoir, attention à ce que l'équipe soit absolument respectueuse de cette éthique, comme je parle, qui n'était pas celle d'Horner et celle de Marco au départ, et qu'on donne à Isaac des chances de pouvoir, d'abord d'avoir la même voiture, parce que j'ai oublié ça, mais on a vu un certain nombre de fois le nouvel aileron arriver sur Max. Ah ben non, on va prendre celui de Pérez parce que Max le préfère, etc. Non. Un sens de l'équité. Et je pense que Laurent Mekies va y veiller. Et je pense que là, il va pouvoir éclore. Il faut qu'il soit. Il faut
je sais que pour lui, Max Verstappen sera un rival, mais il ne faut pas s'en faire un ennemi. Oui. Il faut s'en faire un ami. C'est clair. De l'autre côté, Antonelli, on en parlait un petit peu juste avant. Antonelli, il y a une tournée européenne qui a été vraiment catastrophique. Il a eu du mal à se mettre dans le match de la Formule 1 malgré un premier Grand Prix vraiment excellentissime avec une remontada exceptionnelle. Il avait fait près de 9000 km d'essais privés avant son premier Grand Prix, Andrea Kimi Antonelli, pour bien terminer la saison. Si on juge la première saison de Antonelli, on ne retient presque que la fin pour dire là on a vu le vrai Andrea Kimi Antonelli, celui très talentueux. Ben je pense que il a appris au fil des kilomètres. Hein. Il n'y a pas de miracle. On n'arrive pas comme ça d'un coup. Surtout à 18 ans. Ouais. Il a appris et il a vu ce que ça pouvait être et ce que ça devait être. Et dans sa conquête, je pense qu'il faut que... Il était un peu enfant au début, il faut dire les choses. Ouais. Toute sa famille qui venait à Miami, qui rentrait comme ça, alors c'était pas exactement. Oui, par exemple. Je pense que tout ça s'est rentré dans les mœurs pour lui et qu'il a compris et qu'il a donné, il a montré ce qu'il pouvait faire. Ouais. Et franchement, c'est pas mal. Ouais. Un autre rapide mot pour lui, Gabriel Bortoleto. Ah, pas mal. Alors, Bortoleto il fait marrer. Sous-côté pour moi. Ouais. Oui, j'aime bien parce que il fait des trucs extrêmement sympas. Et alors, très franchement, c'est pas parce que Alonso est un de mes copains, mais si Alonso a choisi de s'en occuper, il y a une raison. Ouais. Les pilotes entre eux, ils voient les choses. Vous savez, ils voient les choses, ils voient comment. Non, mais ils voient les choses. Ils voient aussi, pas tous, mais les meilleurs voient ce que font les autres, la vista de la course, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est très, très. Et donc, Bortoleto a montré à Fernando que voilà, il pouvait faire bien. Alors, qu'un seul rookie en 2026, ce sera Arvid Lindblad, qui a été choisi, semblerait-il, par Helmut Marko avant. Ah, ce que ça donnera. Je ne connais pas du tout. Arvid Lindblad, qui est en F2. Oui, qui est en F2, oui. Talentueux. J'avoue qu'il m'a pas tapé dans l'œil d'une manière régulière, comparé par exemple à Isaac Hadjar qui a été très bon d'une manière linéaire et on a vu une vraie progression constante. Arvid Lindblad, j'attends de voir sincèrement voir comment ça évoluer pour lui. Pour petit jeu, pour terminer l'émission. Alors voilà. Petit jeu pour terminer l'émission. Oui. Ce qui est une tradition pour les invités du podcast qui s'appelle Push Lap. Donc le jeu c'est Push or Lift. Push pour pousser, lift si on se retient. Oui. C'est une série d'affirmations, parfois peut-être un peu provocantes. Faut un petit peu choisir. Push si on est d'accord avec l'affirmation. Lift si on n'est pas d'accord, on lève le pied. Ça va être par rapport à l'image. Voilà. Un petit peu plus de ce côté. Là. Voilà. J'arrive. Voilà. Parfait. Là. Très bien. Là, c'est très bien. Et on se regarde. Comme ça, très bien. C'est parti pour le push or lift. Max Verstappen est en train de devenir le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Lift. Kimi Antonelli sera champion du monde de Formule 1. Lift. Leclerc va quitter la Scuderia Ferrari un jour ou l'autre. Push. Alpine fait bien de prendre le moteur Mercedes. Lift. Fernando Alonso est une légende de la Formule 1. Push. En 2026, Red Bull ne sera clairement pas dans le match. Lift. Audi sera championne du monde de Formule 1. Lift. C'est un peu dur. Carlos Sainz est l'un des pilotes les plus intelligents de sa génération. Lift. Max Verstappen est plus fort que Michael Schumacher. Ça, c'est plus dur. Plus fort que Michael Schumacher. Push. Oh, vous l'avez bien connu, Michael Schumacher, donc on peut vous faire confiance. Oliver Burman sera le prochain pilote champion du monde de la Scuderia Ferrari. Allez, push. Je suis de même avis. Piastri va quitter McLaren à la fin de la prochaine saison 2026. Push. La F1 devrait revenir à moins de 20 grands prix par saison. Push, mais... Dernière question, mais c'est une question un peu personnelle. Le Grand Prix de Monaco devrait rester au calendrier pour l'éternité. Push. Merci. Eh ben merci.
Jean-Louis, pour ce push or lift. Immense merci d'avoir été présent pour ce débrief de cette saison 2025. Merci beaucoup parce que ça fait... pour à titre personnel, forcément, je regardais TF1 avec mon papa, avec mes frères. Donc vous avoir ici, c'est on recommencera. Avec plaisir. Immense merci. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement sur YouTube ou sur les plateformes de podcast ou Push-Lap. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, votre like et également à donner vos avis en commentaire sur YouTube, à mettre vos étoiles de positivité, j'ai envie de dire, sur les plateformes de podcast. Immense merci à Emotion de nous permettre de tourner dans des excellentes conditions. Immense merci à Emotion, car sans eux, ce podcast ne pourrait pas exister. Immense merci à eux. N'hésitez pas à venir chez Emotion, ici, en plein cœur de Paris, 115 rue Réaumur. Vous allez adorer tous les simulateurs. Jean-Louis les a vus. Il est en... Très beau. Donc voilà. Immense merci les amis. Cette saison 2025 était absolument fantastique. Merci beaucoup Jean-Louis pour le débrief. Et puis on se donne rendez-vous au prochain épisode de Push Lab. Ciao, ciao.